Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur l'hôpital avec une cyberattaque maîtrisée et logistique révolutionnée grâce au numérique au programme d'aujourd'hui. Merci de patienter quelques secondes le temps que les participants se connectent. Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur le numérique dans l'hôpital. Merci de votre patience. On accueille les inscrits et on va commencer dans une petite minute. Bon, on va démarrer. Alors, bienvenue donc au WebTech SCS qui aujourd'hui nous amène dans l'hôpital, le numérique dans l'hôpital avec un sujet d'actualité autour des cyberattaques, cyberrançons maîtrisées dans l'hôpital d'Arles notamment, et puis une logistique améliorée, performante, révolutionnée grâce aux technologies numériques innovantes. Alors, je rappelle les règles. Vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le module questions que vous avez dans votre menu GoToWebinar. Vous les posez au fur et à mesure des interventions et nous y répondrons à la fin du webinaire. Vous pouvez mentionner à qui est adressée la question si vous le souhaitez, sinon on les posera aux 3 speakers que nous avons aujourd'hui. Les caméras de chaque participant est désactivée et vous avez un questionnaire également à la fin de ce WebTech pour avoir votre ressenti et encore améliorer nos sessions. Je rappelle aussi que cette session est enregistrée et le replay sera disponible sur YouTube dans quelques jours. Alors au programme d'aujourd'hui, un petit aperçu sur un projet autour de la santé très récemment labellisé par SCS qui s'appelle KUKA. On accueillera Tech2Heal pour parler de ce projet innovant KUKA. Et puis ensuite, on laissera la parole au centre hospitalier d'Arles, au directeur des DSI, notamment du centre hospitalier d'Arles, qui nous parlera de cette cyberattaque qui a visé le centre hospitalier l'été dernier, en plein mois d'août et en pleine nuit, et surtout comment il a pu gérer cette crise et quelle stratégie il a mis en place pour assurer la continuité de service des activités, notamment des activités chirurgicales. Voilà, ce retour d'expérience, je le rappelle, a déjà été partagé lors d'un colloque cybersécurité organisé au ministère de la Santé. Et on a le plaisir d'accueillir Rodrigue Alexander pour partager cette expérience très, très, très utile et finalement assez rare dans le domaine. Et puis, ensuite, on découvrira comment les technologies numériques bouleversent également la manière de travailler au sein de l'hôpital, avec un hôpital local, l'hôpital privé de Provence, et notamment le transfert de poches de sang ou de greffe par drone. Donc c'est plutôt original, c'est en cours d'expérimentation, mais ça permet effectivement de voir comment la logistique au sein d'un hôpital et interhôpital est optimisée grâce aux technologies du numérique. Et bien sûr, la session questions-réponses pour clôturer ce WebTech. Je rappelle qu'on est
dans les axes stratégiques de SCS, hein, on va parler de sécurité numérique et de cybersécurité, mais on va beaucoup parler aussi de big data, d'IA, de deep learning, notamment avec Amélia Roulier, Marc Pavageau, surtout. Et bien sûr, on est dans un domaine stratégique, un marché cible de SCS qui est la santé. Et aujourd'hui, on va traiter de l'hôpital. Voilà, nos 3 experts. Vous pouvez allumer votre caméra si vous voulez. Donc, Rodrigue Alexander, encore pour quelques jours, directeur des finances de l'activité du système d'information du centre hospitalier d'Arles, puisque Rodrigue deviendra dans quelques jours DSI du du centre hospitalier du CHU, pardon, de la Martinique. C'est bien ça, Rodrigue? Voilà. Et puis Marc Pavageau, donc fondateur et CEO de Lifelines, jeune start-up qui a rejoint SCS l'année dernière. Et puis Amélia Roulier, donc business developer de Tech2Heal. Merci de votre présence. Alors, petit focus effectivement sur un projet récemment labellisé, KUKA, hein, donc, qui traite de la thérapie digitale pour les patients anxieux et dépressifs. Et donc je vous laisse la parole, Amélia. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet et en quoi il est innovant et quelle technologie numérique également il intègre pour justement apporter de la valeur ajoutée aux patients? D'accord, merci beaucoup Fabienne pour la petite présentation. Alors KUKA, en quelques mots, on est donc une thérapie digitale spécialisée en santé mentale. On est notamment destiné pour les patients anxieux et dépressifs. Et l'idée derrière donc cette thérapie digitale, c'est de permettre la continuité de la prise en charge à distance. Donc voilà, les temps de prise en charge sont très longs et notamment dans la santé mentale. Donc l'idée, c'est de pouvoir optimiser les ressources des équipes de soins de manière, on va dire, collaborative, tout en accompagnant le patient dans son parcours de soins à domicile et en local. Donc pour cela, on va se tourner vraiment dans une démarche de médecine beaucoup plus prédictive grâce justement à des algorithmes intelligents. Donc grâce à de l'IA, on va travailler sur justement la décision clinique, aider les équipes soignantes dans leur décision clinique et permettre de personnaliser au maximum le parcours, on va dire le parcours de soins. Donc ça, c'est possible grâce au développement de données, que ce soit de manière active via justement un protocole préétabli, soit grâce à de la donnée passive avec notamment des biomarqueurs digitaux comme la voix ou l'utilisation de dispositifs médicaux ou d'objets connectés. Donc on va dire que voilà, toutes ces ressources permettent justement un suivi à distance optimisé et d'éviter justement ou de prédire en tout cas les risques de décompensation et de rechute. D'accord, merci beaucoup Amélia. Ça vous inspire, Rodrigue ou Marc? Non, pas spécialement. Oui, pardon. Pour moi, oui, vraiment, moi, ça me semble absolument essentiel. Tout à l'heure, je vais parler du temps patient et que, en effet, comment l'essentiel, c'est comme une relation humaine, c'est ce qu'on appelle le transfert, Oui. Et comment la techno peut libérer pour que on puisse déjà avoir un contact physique, l'infirmière qui touche la joue du patient, et même si ce n'est que par un écran, ça aide énormément à ce contact et la parole. En fait, fondamentalement, c'est la parole qui mange. Exactement dans la révolution des 10 dernières années, et comment le système d'information peut aider à améliorer les prises en charge de nos patients, la qualité et la sécurité des soins, et puis les conditions de travail de nos personnels. On est en plein dedans. Là, aujourd'hui, KUKA est sur un segment spécifique d'activité. Il y en a d'autres sur d'autres éléments des prises en charge, mais c'est bien le cheval de bataille qui est le nôtre en tant que DSI dans nos établissements de santé. Parfait. Merci beaucoup. Merci Amélia pour Merci à vous. ce petit focus sur ce projet tout récemment labellisé SCS. On croise les doigts pour qu'il soit sélectionné pour un financement public, hein. On le rappelle, ce sera dans quelques semaines, j'imagine. Voilà. Ensuite, je voulais juste faire un petit zoom sur des publications SCS qui peuvent vous concerner, justement pour intégrer ce que disait Rodrigue, des technologies numériques pour booster l'innovation dans vos secteurs divers et variés. On a fait récemment des cartographies, des expertises académiques de différents laboratoires de recherche très pointus dans le domaine de l'intelligence artificielle. On l'a fait également dans le domaine de la cybersécurité. Je rappelle que c'est l'objet également du webtech d'aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez
booster l'innovation pour des projets moyen long terme avec des chercheurs, eh bien c'est l'occasion de feuilleter ces cartographies, ces catalogues qui sont à disposition en téléchargement pour tous les membres SCS. Et puis un observatoire également du numérique régulier. Tous les trimestres, une petite note est publiée. La prochaine note sera d'ailleurs le 8 avril, si ma mémoire est bonne. En webinaire, elle sera présentée. Et donc, à chaque fois, tous les trimestres, un focus sur les objets connectés, un autre sur la microélectronique, un autre sur l'intelligence artificielle et un autre sur la sécurité et la cybersécurité a été fait sur qu'est-ce qui se passe finalement en région sud, quels sont les acteurs clés, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques, quels sont les verrous sur lesquels elle travaille et quelles sont les opportunités également sur différents marchés, dont la santé. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est juste un petit focus sur les prochains événements autour, vous voyez, prochaines rencontres présentielles et prochains WebTech, mais ça, j'en reviendrai peut-être à la fin. Je vais juste vous laisser la parole, Rodrigue, pour que vous puissiez présenter voilà, la cyberattaque dont vous avez été victime et comment vous avez mis en place la continuité de service et surtout assurer une protection pour la suite. Je rappelle que vous allez prendre une nouvelle fonction de DSI au CHU de la Martinique. On est ravis pour vous dans quelques jours. Et merci donc de votre présence aujourd'hui pour partager voilà, ce retour d'expérience de cette cyber rançon et la crise dont vous avez été victime. Allez, merci beaucoup. Vous voyez mon écran? Oui. Alors, déjà, pour commencer, le centre hospitalier d'Arles, c'est un établissement en partie du GHT Hôpitaux de Provence, qui est un GHT qui regroupe l'ensemble des établissements des Bouches-du-Rhône. C'est un établissement avec une activité diversifiée, classique pour un établissement partie d'un GHT, avec de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, un bloc opératoire, un plateau technique des urgences, un IFSI, un IFAS, et puis des laboratoires de biologie, imagerie, des échographes, en bref, un établissement de 100 millions d'euros de budget qui fait 17 000 séjours et 120 000 venues externes par an, ce qui vous pose un peu le rôle de cet établissement sur son territoire en termes de continuité des soins pour un bassin de population d'environ 130 000 habitants. La politique qui est la mienne depuis mon arrivée dans l'établissement il y a 4 années, en termes de politique du SIH, c'est de travailler sur les deux pieds, à la fois sur la sécurité du système d'information, mais également sur les volets fonctionnels pour apporter des réponses aux besoins de mes maîtrises d'ouvrage en interne. Donc, à travers un projet que j'avais appelé Hôpital sans papier, qui se traduit par la digitalisation de nombreux processus métiers dans les soins, l'imagerie médicale via Impact, serveur de résultats de biologie, la dématérialisation complète de la production des courriers médicaux jusqu'à l'arrivée dans la boîte mail du médecin traitant, de la prise de rendez-vous en ligne, sur les volets administratifs également, le paiement des factures aux fournisseurs qui passe par la récupération des factures sur Chorus Portail Pro, la signature du mandatement électronique, des commandes pharmaceutiques par EDI, sur la partie technique, logistique, standard à reconnaissance vocale, des encaissements par carte bancaire au self. Pourquoi je vous dis tout ça? Ça vous permet de mesurer les conséquences sur la continuité des activités en cas d'indisponibilité du système d'information. Tant qu'on est un hôpital papier, il n'y a pas de difficulté en cas de cyberattaque. À partir du moment où on commence à dématérialiser massivement des processus métiers, ça se complique. Alors, sur la politique d'anticipation des risques, la logique était la suivante. Ça a été déjà de s'efforcer de faire ce qui est gratuit, à savoir de la sensibilisation des clients internes, avec des actions plusieurs fois par an, de rappel. Chaque fois qu'on entendait parler d'une structure, d'un établissement qui avait été victime de rançon logiciel ou d'une attaque autre, de type déni de service, je lançais un mail d'information générale, des articles dans le journal interne qui sont annexés au bulletin de paie pour que l'ensemble des utilisateurs se rendent compte qu'ils ont leur rôle à jouer dans la sécurité du système d'information. Une stratégie de mise en conformité également avec les exigences et les recommandations nationales, notamment le programme OPN qui a été très structurant. C'est un programme qui est porté par le ministère de la Santé et qui conditionnait l'attribution de ressources financières aux établissements pour développer des usages applicatifs. En l'espèce, pour le CH d'Arles, ça a été extrêmement important pour migrer vers un nouveau dossier patient informatisé. Donc des choses qui peuvent paraître basiques dans d'autres industries, comme réaliser une cartographie applicative, une schématisation précise de ces interfaces, la rédaction d'un plan de reprise d'activité, la rédaction d'une PSSI, des audits de vulnérabilité réalisés tous les ans par des auditeurs externes différents, une charte d'accès et d'usage du système d'information. Tout ça, ça semble être enfoncer des portes ouvertes, mais dans nos hôpitaux, nous n'avions jusqu'à peu pas encore la maturité suffisante pour mettre en priorité ces actions-là, ce qui change et ce qui change assez massivement depuis les 4-5 dernières années.
Également mise en conformité avec des stratégies d'accréditation COFRAC pour les laboratoires ou le manuel de certification de la Haute Autorité de Santé qui intègre dorénavant des critères de maturité du système d'information. Et vous voyez, malgré cette politique d'anticipation, je suis avec vous aujourd'hui pour vous faire part d'une cyberattaque que nous avons subie dans la nuit du dimanche au lundi 2 août dernier, de manière assez classique dans ce type d'événement. 3 heures du matin, l'astreinte informatique est appelée suite à ce qui semblait être au départ une panne du logiciel de biologie. Vous savez que les services de biologie fonctionnent H24, 365 jours par an, et là, les utilisateurs n'étaient pas en capacité d'éditer des résultats via le système SGL du laboratoire, et donc ils appellent l'astreinte informatique, qui se connecte à distance, qui n'arrive pas à identifier l'origine de l'indisponibilité de l'application, mais a quelques doutes en regardant des logs de connexion. Donc le technicien informatique se déplace, il a eu les bons réflexes le jour-là, se déplace, et assez rapidement, lorsqu'il se déplace, constate qu'un certain nombre de fichiers ont été renommés All your files are encrypted et puis signé Zeppelin. Donc là, pas d'ambiguïté, il se rend compte assez rapidement qu'il s'agit de rançon logiciel et donc joue les procédures que nous avions prédéfinies au départ lors de nos exercices de préparation à ce type de crise. Donc à savoir, isoler complètement le système d'information pour limiter la propagation. Donc, couper le cœur de réseau, couper les accès à Internet, déconnecter la sauvegarde, déconnecter les liens fibres que nous avons avec les autres établissements, puisque nous travaillons en réseau. L'idée, c'était de ne pas contaminer nos établissements voisins. Et puis, lancer le processus d'alerte, à savoir l'alerte de l'administrateur de garde dans l'établissement, et puis moi-même qui était appelé au petit matin en tant que DSI. Les consignes ont été données à l'ensemble des clients internes qu'en raison d'un incident de l'infrastructure informatique. Alors, c'est pas une coquetterie sémantique. J'avais souhaité au départ que nous ne communiquions pas sur le vocable cyberattaque pour ne pas affoler nos clients internes, mais parler plutôt d'un incident informatique qui pouvait être une panne assez classique. Donc, on a donné les consignes par téléphone de ne pas utiliser les postes de travail, de déconnecter les postes du réseau et puis de passer en mode dégradé pour l'ensemble des logiciels métiers, puisque nous avions fait l'effort de rédiger dans le cadre du PCA, des procédures de fonctionnement en mode dégradé avec des fiches papier disponibles dans l'ensemble des services de soins médico-techniques de l'établissement. En l'absence de messagerie institutionnelle, j'attire l'attention de tous sur la complexité finalement dans une institution comme la nôtre, mais c'est valable dans d'autres secteurs, de communiquer avec ses clients internes quand on n'a pas de messagerie. On a pris l'habitude d'envoyer des notes d'information, d'envoyer l'ensemble de nos messages clés par messagerie, et là ce n'était pas possible. Donc appel téléphonique et puis passage physique dans les unités de soins en mobilisant un certain nombre de cadres de santé pour faire le lien avec le terrain. Alors, quelles sont les conséquences immédiates de cette cyberattaque? La première chose, c'est un chiffrement massif de l'ensemble des fichiers bureautiques, Excel, Word, et de l'ensemble des bases de données applicatives. Donc, une impossibilité en pratico-pratique pour les utilisateurs d'accéder au SIH, donc au logiciel, au poste de travail, au répertoire partagé, à Internet. Une jet de qualité institutionnelle indisponible. Donc là, j'attire l'attention de tous. On a des jets de qualité pour garder nos procédures dégradées, mais si on ne pense pas à les stocker sur des supports amovibles et à les éditer, pour le coup, les clients n'accèdent pas à ces procédures dégradées, ce qui peut être très vite compliqué. Un arrêt de la téléphonie sur 2 sites extérieurs. Nous avons la chance aujourd'hui de n'avoir pas été en téléphonie sur IP sur l'ensemble de notre site. Et donc, pour le coup, les conséquences sur la téléphonie ont été limitées. Donc là, un conseil également pour tous, quand on est en téléphonie sur IP, c'est d'isoler très clairement les systèmes avec le reste du système d'information. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais eu à gérer cette crise si nous n'avions pas de téléphone en plus. Donc, dès lors que ces conséquences sont actées, on rentre dans le déclenchement de la gestion de crise assez classique avec 2 filières, une filière technique et puis une filière fonctionnelle. Tout ça dans l'objectif d'assurer la continuité des activités médico-soignantes et puis également la mise en sécurité du système d'information puisque l'assaillant est encore dans notre réseau. Donc là, vous comprenez bien que c'est le début d'une période extrêmement complexe pour tous, l'ensemble de la communauté hospitalière. Et moi singulièrement qui partais en vacances quelques jours après, normalement, vacances annulées, et le retour assez massif du papier crayon dans l'établissement. Donc le PCA est activé avec une gouvernance qui se fait par une cellule de crise interne que nous avions déjà identifiée lors de notre travail préparatoire. Donc cette cellule de crise, on l'a voulu pluriprofessionnelle, avec un public suffisamment restreint, mais également opérationnel pour que les échanges soient conclusif. Donc l'idée, ce n'était pas de créer une cellule de crise avec des officiers supérieurs, avec des chefs de service, des chefs de pôle, etc., mais vraiment des référents applicatifs qui connaissent vraiment leur métier et qui ont la double casquette entre le SI et
et les plateaux techniques ou les services cliniques. Donc, c'est une cellule de crise que j'animais au départ 2 fois par jour, puis 1 fois par jour, et puis ensuite on l'a échelonné à 1 fois par semaine et enfin 1 fois par mois, avec une règle claire, c'est 30 minutes, qu'on ait terminé ou pas, 30 minutes. L'idée, c'est de ne pas se lancer dans des réunions excessives et que les utilisateurs soient coupés du terrain en ne faisant plus le lien avec les utilisateurs qui étaient complètement au lit du malade. Donc l'objectif, c'est un partage transparent de l'avancée de la gestion de crise technique, parce que j'ai cloisonné les 2 gestions de crise, une analyse de remontée du terrain, de la concertation sur les solutions de contournement, et puis un arbitrage sur les principales priorisations, parce que vous voyez que quand vous êtes dans ce type de situation, vous avez des dizaines et des dizaines de cas qui vous remontent, et vous ne pouvez pas toutes les traiter. Donc l'idée, c'était vraiment de prioriser, quitte à frustrer un certain nombre d'acteurs en interne, en considérant que il fallait gérer au cas par cas en fonction de l'importance des sujets qui nous remontaient. Alors, on s'est efforcé de faire preuve de débrouillardise et de pragmatisme à chaque fois que c'est nécessaire. Vous avez beau anticiper ce type de crise, quand ça vous arrive, vous en découvrez. Vous voyez, assez classiquement, l'établissement a été juste en face au centre commercial, acheter des téléphones portables et des box 4G, parce qu'on s'est rendu compte que pour redonner un accès à Internet extrêmement rapide, notamment à nos secrétariats médicaux qui devaient accéder à nos agendas électroniques qui étaient dans le cloud chez OVH, on a acheté des box 4G, on a pris autant qu'on pouvait les téléphones portables pour des partages de connexion, ce qui permettait de continuer ce processus de prise de rendez-vous dans nos secrétariats médicaux. Notre dossier patient informatisé était infogéré, hébergé à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, et donc on a monté un lien VPN pour quelques postes VIP pour pouvoir continuer à travailler sur le dossier patient informatisé pour les processus les plus sensibles comme le circuit du patient opéré, par exemple au bloc opératoire. On a déblistéré un certain nombre de PC portables neufs pour redonner un accès bureautique rapide à nos utilisateurs, et ça en faisant jouer la solidarité départementale, puisque comme nous sommes en GHT et que nous n'avons pas de spare suffisant, les collègues ont bien voulu nous avancer à partir de leur spare en nous prêtant un certain nombre de PC portables qu'on a pu remettre sur le terrain, déconnectés complètement de notre cœur de réseau. Donc, nous avons eu plus d'une centaine de tickets à gérer. Je ne vais pas tous les reprendre ici, mais pour vous donner 2 exemples qui illustrent bien la complexité qui était la nôtre. Vous avez des usagers qui appellent au standard téléphonique pour qu'on puisse leur passer l'appel dans les chambres de leur famille. Comme vous n'avez pas de DPI et pas de requêteur informatique, vous ne savez plus quel patient est dans quel lit. Donc, on se lance dans un audit complet de l'ensemble de la chaîne pour identifier quel patient est dans quel lit à la date T et puis faire un système d'entrée et de sortie, un système d'entrée et de sortie pour pouvoir maintenir dans le temps l'identification des patients présents dans les lits. Nous n'avons pas de système de télémédecine fonctionnel et donc nous mettons à demeure un taxi à l'entrée de l'hôpital pour acheminer des CD gravés d'imagerie pour qu'ils soient interprétés au CHU de Nîmes voisin. Nous n'arrivons pas à payer les personnels, mais nous faisons mandater la dernière paye avec des systèmes d'ajustement manuel pour donner des acomptes aux nouveaux salariés et puis sortir manuellement les anciens salariés. Et vous voyez, donc pendant 3 mois, nous n'avons pas pu payer correctement nos personnels avec une paye uniquement des éléments de base et des éléments variables de paie, des astreintes, des indemnités de dimanche qui ne pouvaient pas être payées puisque nous n'avions pas de SIRH disponible. Donc, sur la partie technique commence par ailleurs l'analyse forensique et la remédiation du système d'information. La chaîne d'attaque a pu être reconstruite sans ambiguïté. C'est un de nos fournisseurs applicatifs qui avait un salarié en télétravail. Ce salarié s'est fait verrouiller son poste de travail qui était en biode et l'assaillant est remonté sur l'ensemble de la chaîne et passé par notre VPN qui n'était pas en authentification multifacteur, est tombé sur un mot de passe en clair sur un fichier TXT, ce qui est catastrophique, et donc qui a fait une élévation de privilèges avant de se latéraliser. Je ne rentre pas dans le détail, mais je pourrais répondre aux questions le cas échéant. Un des éléments importants pour nous, ça a été de reconstruire ce système d'information en renforçant. Donc, nous ne serons jamais aussi sécurisés que certains secteurs d'industrie comme les banques qui ont des années et des années d'avance par rapport au centre hospitalier, mais nous nous sommes efforcés de reconstruire avec une sécurité assez largement renforcée. Quelques exemples ici, durcissement de notre Active Directory en lien avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, avec par exemple une politique de mot de passe durcie à 12 caractères pour le commun des mortels et 15 pour les administrateurs, à changer tous les 3 mois, tous les 45 jours pour les administrateurs. Une administration uniquement, des fonctions d'administration dans un VLAN dédié avec un VLAN dédié qui n'accède pas à Internet. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas, qu'on a fait. Un Active Directory reconstruit sur des serveurs, sur Windows Server 2016. Là aussi, nous n'étions pas au rendez-vous.
On capitalise sur les technologies déjà installées avec des ajustements de paramétrage de nos pare-feux, de notre ferme de virtualisation, des recours à des prestataires spécialisés. Quand on a un petit établissement comme le CH d'Arles, c'est difficile d'être compétent sur l'ensemble des sous-segments du modèle OSI. Et donc, nous avions fait l'effort sur les 4 dernières années de référencer des spécialistes sur chacune des sous-couches. Et c'est grâce à ces spécialistes qu'on a pu reconstruire aussi rapidement. Et puis, une accélération de plusieurs projets de sécurité du système d'information. Quelques exemples ici. On a multiplié le nombre de VLAN. On a mis en place du filtrage inter-VLAN avec pare-feu. On a déployé de l'EDR de manière massive sur l'ensemble de nos postes de travail. Mis un WAF sur la messagerie. Les VPN sont configurés en authentification multifacteur. En bref, on fait la révolution et c'est d'ailleurs difficile de stabiliser les organisations quand on change tout aussi vite. Alors, la communication a été un enjeu extrêmement important. Je vous avais parlé d'incidents informatiques. On a attendu une dizaine de jours avant de mettre le vocabulaire cyberattaque. On l'a fait uniquement quand on a eu la certitude que l'assaillant n'avait plus la main sur notre système d'information et que nos procédures de fonctionnement en mode dégradé tournaient et qu'il n'y avait plus de risque sur les prises en charge de nos patients. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici, mais j'y reviendrai s'il y a des questions. Alors, quel a été le coût de cette crise pour terminer? Aujourd'hui, je l'estime à environ 750 000 euros. Déjà, en termes de prestations, pour reconstruire, on a besoin d'experts, on a besoin de prestataires de réponse à incidents de sécurité. En l'occurrence, c'était Advance chez nous, qui intervient en mode pompier, les différents prestataires, tout ça pour 300 000 euros. 60 000 euros environ de matériel. Le matériel, c'est pas ce qui a coûté le plus cher, puisqu'on a pu réutiliser nos équipements. On recrute pour renforcer le service informatique. On accorde assez largement des heures supplémentaires pendant plusieurs mois. Et puis, pour la mise en place des projets de sécurité, des investissements complémentaires. Donc, tout ça pour environ 750 000 euros et tout n'est pas fini 8 mois après cette cyberattaque. Vous avez en plus, ce qu'on ne voit pas immédiatement, un risque de perte de chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros. Donc, comme vous n'avez pas de gestion administrative des malades, vous ne pouvez plus facturer. Et comme une entreprise, si vous ne pouvez pas facturer, pas d'entrée de recettes. Je suis dans un établissement dans lequel j'encaissais environ 90 000 euros par jour de recettes extérieures. Et là, je suis passé à quelques centaines d'euros assez rapidement au bout d'1 à 2 semaines de cyberattaque. Donc là, un travail assez massif pour ressaisir manuellement, dossier par dossier, les dizaines de milliers de séjours avec les actes médicaux qui ont été réalisés, qui étaient tracés sur le papier. Donc l'établissement n'avait pas d'assurance contre les risques cyber. Là, c'est une recommandation assez forte que je peux faire aux collègues des autres établissements et autres organisations, parce qu'on peut très vite mettre la clé sous la porte si on n'a pas ce système de solution. En l'espèce, pour le CH d'Arles, nous avons été accompagnés par l'ARS en termes d'aide en trésorerie, sinon on n'y arriverait pas. Alors, vous avez des coûts indirects avec des risques d'incidents futurs sur la qualité des soins. Tout ce qui a été tracé papier n'a malheureusement pas pu être réintégré dans le dossier patient informatisé. Donc, nous ne sommes pas à l'abri dans 2 ans qu'un patient revienne dans l'établissement et que le médecin passe à côté d'une information qui était tracée papier, étant entendu que leur première intention, c'est de s'appuyer sur le dossier patient informatisé pour récupérer les informations. Un scepticisme contre la transformation numérique, encore heureux, ça concernait une part minoritaire de mes clients internes, mais ça, c'est un risque. Et puis, un risque de perte d'activité à long terme pour des patients qui ne feraient plus confiance aux établissements de santé, puisqu'il y a un certain nombre de données de santé qui se sont retrouvées sur le darknet, malheureusement. Dernière slide pour terminer, le bilan vu du CH d'Arles. Nous, on est dans une logique de verre à moitié plein. On se serait bien passé de cette crise, mais on considère que ça a concrétisé l'intérêt du travail d'anticipation. Quand on travaille à la préparation, on ne voit pas les effets tout de suite, si ce n'est quand le risque se réalise. Donc, pour le coup, on considère que c'est un point positif. Une action de sensibilisation en temps réel de l'ensemble de ma propre équipe IT qui n'avait pas forcément toujours les bons réflexes et donc derrière qui accepte des contraintes d'exploitation au quotidien. Et puis pour les clients internes, un accélérateur de projet, une gestion de crise à manager avec calme et sérieux. On apprend beaucoup de soi-même dans ce type d'événement. Et puis une compréhension générale de la communauté hospitalière. Moi, je retiens les 3 messages clés du PRIS. Il n'y a pas de coupables, mais que des victimes. Je ne suis pas allé chercher sur l'ensemble de la chaîne qui a dysfonctionné, même si j'ai des idées assez précises. C'est une course de fond et pas un sprint. Quand on a comme ça, la première tentation, c'est de vouloir redémarrer très vite et puis de faire tout le monde travailler 20 heures par jour, ce qui n'est pas possible. Une crise, elle est dans le temps long. Et puis pas de honte. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui, parce que la cyberattaque, ça touche tout le monde, même les plus préparés. Et donc, on est tous dans le même bateau et on n'a pas à avoir honte si les retours d'expérience permettent de sensibiliser les autres. Je le fais avec plaisir. Malgré les politiques d'anticipation, il faut être prêt à la réalisation du risque. C'est un petit peu l'enjeu et l'intérêt de mon retour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rodrigue, pour ce partage d'expérience.
Je vais passer la parole à Marc Pavajouche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le module questions. Nos interlocuteurs y répondront à la fin de l'intervention de Lifelines. Donc là, on va passer maintenant la parole à Marc Pavajou, donc fondateur de Lifelines, qui va partager l'innovation de Bonjour à Lifelines. tous, Je vous merci Rodrigue. voilà. Merci Rodrigue pour cette présentation. Je veux dire que c'est très impressionnant comme dynamisme et reprendre la parole après, c'est pas une chose évidente. Hein. Donc, vous étiez vraiment dans une activité de crise, de prise de conscience et d'apprentissage. Je dirais que pour notre part, sur la partie logistique, c'est exactement l'inverse, puisqu'on cherche au contraire au quotidien à fluidifier tous les mouvements. Ça, on a parlé d'informatique, mais là aussi, c'est la logistique dans le sens physique du terme, transporter des médicaments, le sang, voire des greffes, et évidemment avec toute la technologie qu'il y a derrière. Donc, j'en profite pour vous dire, Rodrigue, juste excuse-moi, restez connecté, Rodrigue, puisqu'il y aura sans doute des questions après l'intervention de Lifelines. Et merci aussi pour votre transparence par rapport au coût d'une telle crise. De nombreuses victimes refusent de partager ce genre d'informations et vous avez été très transparent, donc merci encore. C'est moi un grand merci. Donc là, l'idée de ce que je vais vous présenter, c'est comment la technologie, les technologies plutôt qui viennent de l'industrie, peuvent être mises au service du domaine de la santé, particulièrement des hôpitaux, dans cette dimension matérielle, qui justement, c'est très bien, Rodrigue, dans tout le programme d'informatisation de ce sans papier, hôpital sans papier, justement, il y a une partie physique quand même à arriver à traiter. Hein. Donc, la problématique, c'est comment transporter médicaments et prélèvements. C'est les deux points les plus importants. On a parlé de biologie tout à l'heure dans un hôpital. Le sang est aussi très important. Donc là, on va parler soit inter-établissement à partir de robots, soit inter-établissement. On est vraiment dans cette logique du GHT. Hein. Et même souvent un centre hospitalier à lui-même un certain nombre d'établissements distants, type EHPAD et autres, ce qui fait que ces relations, particulièrement pour le sang et pour les fesses, souvent, justement, il y a un point qui centralise des stocks de sang et qu'il faut distribuer à des établissements à distance. La problématique, c'est que justement aujourd'hui, c'est un point qui est très archaïque, hein, j'ose ce terme. Hein. Souvent, c'est le coup de fil, voire le fax, quand il y a un besoin. Je parle bien sûr, des 80-20%, c'est que les 20% des besoins qui sont hors organisation. Hein. Donc, il y a un besoin. Du coup, ça génère énormément de stress pour le personnel médical, puisqu'il y a un besoin urgent et ils savent jamais trop quand ils vont être livrés. D'un médicament, par exemple, qui doit être changé. Ça génère du stress, donc de l'absentéisme, beaucoup d'erreurs et des coûts, hein, qu'on s'aperçoit tous ces coûts directs et indirects qui sont énormes. Hein. Donc j'insiste bien que ce soit aujourd'hui, c'est avec un coursier à l'intérieur d'établissement ou un véhicule inter-établissement. Et donc l'idée, notre approche, c'est de se dire comment on peut prendre l'ensemble de cette problématique et comment la régler. Hein. Donc du coup, on est bien sûr sur cette partie de digitalisation, et toute digitalisation passe par une appli. Et l'air de rien, c'est cette première solution qui semble classique, d'avoir une appli universelle pour gérer tous les transports à l'intérieur d'un hôpital, y compris bientôt les plateaux repas, voire les déchets, la blanchisserie, tout ce matériel-là. Donc une appli qui est le type Uber Eats, pour faire simple, mais comme on sait, c'est compliqué derrière. En bas à gauche, on voit donc le robot avec des meubles avec 6 portes dans cette version, et la nouvelle technologie permet de mettre en place ces robots dans une structure existante, donc sans aucune infrastructure supplémentaire. Le robot, le AMR, est entièrement autonome. En haut à droite, vous avez la boîte. Donc l'idée, c'est qu'on va suivre la boîte, on ne suit pas le contenu, on suit bien le contenant. Et donc la boîte avec une puce RFID, et on va pouvoir suivre ainsi, avoir une traçabilité automatique. Tout à l'heure aussi, Rodrigue a parlé de la COFRAC et toutes les normes aujourd'hui, et souvent dans les hôpitaux, n'avaient pas les moyens de suivre réellement cette traçabilité. Et la Covid, évidemment, demande des contraintes plus importantes. Hein. Et en bas à droite, en interhospitalier, c'est le drone
qui va pouvoir transporter sur des distances assez longues, hein, puisqu'on est sur une distance d'une centaine de kilomètres, les produits, donc type sang ou médicaments, voire à terme chimio. On y travaille vraiment avec l'ARS sur ces sujets. Hein. Donc le but c'est le temps patient, comme on disait, hein, c'est comment le personnel de soins peut vraiment être au service des patients. Un directeur d'hôpital me disait il n'y a pas longtemps, j'en ai marre que mes techniciens fassent ce pigeon voyageur. Ben voilà, c'est pas au labo ou au pharmacien de courir dans les couloirs. Pour la qualité du soin, hein, et puis bien sûr diminuer les coûts qui est essentiel. Hein. Donc le processus, hein, mettons qu'il y a une infirmière qui a besoin de faire une demande de transport sur son appli. Là, c'est pour une demande de médicaments. Le pharmacien prépare et met les médicaments dans sa boîte, tout ça par RFID. Le robot arrive un peu après, il se fait reconnaître, aussi par tous les moyens qu'on peut imaginer. Hein. Tout ça, c'est des IoT extrêmement simples et vraiment pas très chers du tout. Le robot, ah oui, j'ai oublié de dire, en première phase, le système, c'est là où il y a toute l'intelligence artificielle, va dire, vous allez être livré à telle heure. Et ce simple réponse, un peu comme Waze, ben, c'est-à-dire vous imaginez évidemment tout le deep learning qu'il a fallu avant pour pouvoir faire une réponse et la fiabilité de cette réponse. Hein. Donc, il faut connaître tous les flux selon les horaires, selon les embouteillages, selon les disponibilités d'ascenseurs qu'il peut y avoir. Donc, ben là, le pharmacien met la boîte dans un des casiers. La destinatrice, l'infirmière, est informée à tout moment. Il y a un système, elle reçoit un message. Et par sa carte, il y a une seule porte qui ouvre pour qu'elle puisse récupérer la boîte avec les médicaments ou les produits qu'elle recherche. Là, on peut, bien, je passe les détails, mais on peut optimiser et tourner toute l'organisation, un peu type entrepôt, hein, mais sauf qu'on n'est pas dans un entrepôt industriel, dans toute la souplesse qu'on peut imaginer que vous connaissez dans un hôpital qui rend tous les modèles industriels pas du tout adaptés. Et il faut complètement les réadapter à la rapidité et à la fluidité du monde hospitalier. Hein. Et côté drone, ce sera le même principe, avec à terme un automatisme entièrement de chargement-déchargement entre drone et robot, voire même chargement et délivrer la boîte dans des armoires type Amazon pour qu'on puisse délivrer la nuit. Et là aussi, il y a pas mal d'hôpitaux qui se disent tiens, les couloirs sont disponibles la nuit, les ascenseurs aussi, donc comment on peut arriver à mieux s'organiser pour livrer un certain nombre de choses pendant les périodes creuses. Pour les avantages, tout de suite, on voit bien que dès qu'on passe une appli, toute la traçabilité du 24/24, et les coûts, hein, sur la partie coursier à l'intérieur d'un hôpital, on divise à peu près par 4 les coûts, ça c'est certain. En interhospitalier, évidemment, ça dépend des distances, ça dépend si c'est la journée ou la nuit ou le week-end, mais en tous les cas, on arrivera ainsi à avoir une livraison précise. Voilà donc à quoi ressemble, hein, donc c'est 6 portes, et dans lequel on met une des boîtes avec sa puce RFID. Là aussi, à l'intérieur de l'armoire, il y a la puce RFID qui permet de suivre. Le robot, le drone, hein, par exemple, on est devant l'hôpital de Troyes, hein, et on voit que c'est un drone qui fait 3 mètres d'envergure, qui permet de porter 3 kilos de charge utile et qui va sur 90 km à 100 km/h. Donc c'est pour ça qu'au niveau d'un GHT, voire pour aller jusqu'à Gap, hein, par exemple, on a des conditions, et surtout ça peut aller contre le vent, hein, ce qui est dans les conditions météo assez difficiles. Voilà, pour entrer un peu dans la techno, l'application, et j'ai noté vraiment toutes les remarques de Rodrigue tout à l'heure, hein, c'est la cybersécurité qui est vraiment essentielle. Il y a une côté appli, donc là c'est vraiment très utilisateur, et au contraire tout le moteur, le Drobot Life, et c'est lui vraiment toute l'intelligence artificielle dans lequel il y a un ordonnanceur, dans lequel on va capitaliser toute l'intelligence artificielle, tout le deep learning. Imaginez que dans un hôpital, type hôpital Nord, hein, ou la Timone, il y a à peu près à terme une dizaine de robots. Donc, il faut à chaque fois, s'il y a une urgence, pouvoir dire tout de suite, c'est tel robot qu'on choisit, c'est lui qui a un casier de livres, qui va détourner sa tournée pour aller livrer de tel endroit à tel endroit. Donc, il y a toute une optimisation des circuits qui est pas évident. Et pareil avec les drones, et là, ça devient assez passionnant. On peut imaginer là aussi que sur 10 ans, on travaille avec l'ARS, que d'ici 10 ans, il y aura une vingtaine de drones qui vont comme ça circuler sur l'ensemble du GHT des Bouches-du-Rhône, puisqu'il y a quand même 13 centres hospitaliers qui ont eux-mêmes X établissements différents,
plus le privé aussi qui est derrière, c'est tout à fait intéressant. Donc j'avais fait, je crois de mémoire, 18 centres hospitaliers différents, publics privés, rien que sur les Bouches-du-Rhône. Donc vous voyez vraiment les quantités de produits à transférer. Alors, puisque je parle de produits, je fais une petite parenthèse. Là, je parlais du sang, des médicaments, des prélèvements, qui sont les points les plus importants aujourd'hui. L'agence de biomédecine nous challenge sur notre Graal, qui est un transport de cœur, carrément. Donc transporter un cœur, c'est quand même tout ce qui est autour, c'est quand même 40 kilos, et ce serait bien de faire de porte à porte d'hôpital, donc sur 500 km à peu près. Donc vous voyez les conditions techniques qu'il peut y avoir. Et là, évidemment, pour la survie des patients, pareil pour un foie, c'est extrêmement sensible, un dit 1 heure, ça fait gagner énormément de probabilité de survie. Et bien entendu, les coûts, ça saute un petit peu aux yeux. Bon, je passe sur l'appli, donc c'est des choses qui sont très, j'ai un peu basé sur Amazon, tout simplement. Ce que je voudrais surtout dire un petit mot, c'est ce nouveau module Choriste, et qui est vraiment dans cette logique, comment on prend la technologie de l'industrie qui existe aujourd'hui, comment on le met au service des problématiques particulières de l'hôpital. Donc, dans ce module Choriste, captation, omniscience, réactivité et surtout surveillance lors des tournées, en fait, on s'est aperçu que notre robot, c'est une sorte d'IoT qui va passer 20 fois par jour dans le même couloir. Donc, on se dit, dans la casquette bleue, là qu'on voit, si on lui bourrait de capteurs, quelles seraient les informations qu'il peut prendre en temps réel? Bon, la luminosité, la température, bien sûr, on pense à tout ce qui est lutte contre maladies nosocomiales, et on pense aussi à tous les problèmes de non-disponibilité d'embouteillage, sans faire de la reconnaissance de personnes, mais d'images, en tous les cas, c'est de telle heure à telle heure, dans tel service, dans tel endroit, ou devant tel ascenseur, il y a vraiment embouteillage. Donc, comment on peut après fluidifier les flux usagers, toujours pour une qualité et des patients et de tous les utilisateurs, les usagers de ces lieux. Donc, je passe un petit peu rapidement sur ces fonctions, mais donc température de l'air. Et surtout, un des points qui est essentiel, c'est l'inventaire. L'inventaire, donc l'idée, c'est de récupérer des systèmes qui existent, tout simplement, d'inventaire, des dispositifs médicaux et de tout matériel, en mettant des puces RFID passives. Donc tout ça arrive à des prix très très simples. Et en fait, le robot, en passant dans le couloir, peut faire l'inventaire de tout le matériel qu'il y a dans les chambres, à travers les portes et à travers les murs. Donc l'idée que nous avons, c'est que le robot puisse faire circuler dans l'ensemble de l'hôpital la nuit, par exemple, et le matin, il y aura bien l'inventaire exactement à jour de tout le matériel disponible dans l'hôpital. Pour vous donner une petite information, dans un service d'urgence d'un hôpital, l'inventaire nécessite une journée de travail. Avec ce système, il nécessite 7 minutes. Et on a instantanément une information fiable. Donc, là je passe un peu vite aussi. Voilà, donc c'est cette technique, avec bien sûr les interfaces vers la gestion de la sécurité, la GTC, entre autres, dans tous les problèmes d'incendie qu'il peut y avoir, donc tout le problème de captation, et les problèmes d'analyse. Après, l'idée, c'est une fois qu'on a beaucoup de données, comment arriver à simplifier et faire des tableaux de pilotage le plus simple. Donc, on a, avec des partenaires, notre job, c'est faire des briques technologiques. Et d'ailleurs, ce projet Choriste nous a valu d'être labellisé SCS la semaine dernière. Tout ça, c'est tout chaud. Et derrière ça, donc, c'est là, d'avoir ce système itinérant de robots et d'IoT à roulette, en quelque sorte, va permettre en effet donc tout ce qui est asset tracking, on a parlé de gestion d'inventaire, des contrôles de température, de la sécurité du personnel aussi, dehors, d'accueil du personnel aussi. On imagine même, on a pas mal d'idées, les transports de plateaux repas, qui va permettre de retarder la livraison des plateaux repas le soir, pour que les patients ne soient pas obligés de dîner à 18h30, mais peut-être dîner à 19h, 19h30, et que l'infirmière parte dans les mêmes horaires. Et on pense aussi, même carrément, c'est le transport du lit du malade par robot. On sait que
le stress et la gestion de la relation humaine est essentielle. Mais justement, par rapport au brancardier, avec toute la gestion qui est très complexe, si la partie purement transport peut être automatisée par ces robots, avec toutes les nuances qu'on peut imaginer, hein, bien sûr, mais ce qui permettra d'avoir des accompagnants qui vont vraiment à l'écoute complète du patient. Et donc, c'est cette relation de sécurité qui est vraiment essentielle et cette relation patient. Voilà, donc bon, le petit point de détail, hein, nous-mêmes, on est vraiment ensembliers de ces briques technologiques, hein, et ça fonctionne parce que les robots, donc voilà, le robot Mir, hein, donc c'est une planche à roulettes en quelque sorte, mais qui est bourrée d'électronique avec des lasers qui permettent vraiment qu'il n'y ait aucune collision avec son environnement, qui va scanner et qui peut tourner aussi sans Wi-Fi, hein, puisqu'il peut être tout à fait autonome en cas de panne, d'incendie ou quoi que ce soit. Et puis côté drone, voilà, on travaille avec un constructeur, un des leaders européens. Et surtout, bon, voilà, un petit passage aussi, c'est qu'on est vraiment dans la transition écologique, puisque remplacer une voiture d'une tonne et demie par un véhicule qui fait 20 kilos et entièrement électrique, pas besoin de faire des grands calculs pour voir les économies en CO2 et en énergie. Voilà, je passe rapidement sur l'équipe. Et donc, on est soutenu très largement par la région, mais bien sûr les pôles de compétitivité, SCS, SAFE ou Euromed. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions à Rodrigue autour de la cyberattaque dont a été victime le centre hospitalier d'Arles ou à Marc sur la logistique améliorée au sein de l'hôpital et interhôpital. Alors, première question pour Rodrigue, si vous le voulez bien. Ouvrir votre micro pour vous. Alors, déjà, on vous remercie pour cette présentation. Et une question effectivement très, très logique, j'allais dire. Comment gérer la fuite de données personnelles très sensibles? Par exemple, effectivement, vis-à-vis des données qui ont fuité, vous l'avez dit, hein, peut-être certaines données médicales qui ont fuité, certaines données qui concernent certaines personnes qui ont été peut-être dans les mains du hacker. Comment vous gérez cela? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a déjà ce qui relève des obligations réglementaires. À partir du moment où l'analyse forensique a montré une fuite de données, puisque pour le coup, ça, on a pu l'identifier à travers des traces, même si les assaillants ont été extrêmement minutieux sur le fait d'effacer les logs de connexion. Le premier des éléments, c'est le dépôt de plainte. Une fois qu'on a pu constituer un dossier de preuve, on a déposé plainte au niveau du commissariat d'Arles. Le parquet de Tarascon s'est très rapidement dessaisi au profit du parquet de Paris, qui est spécialisé en cybercriminalité et qui travaille avec les équipes des services de police de l'UCLCT à Nanterre. Le deuxième élément, dans le cadre du RGPD, nous avons une obligation là également de signalement. Donc, le signalement a été fait à la CNIL avec un signalement complémentaire au fur et à mesure des informations que nous avions à notre disposition. Pour le reste, sur l'anticipation, puisque quelque part, une fois que les données ont fui, hormis le processus déclaratif et le suivi des demandes, des tutelles notamment, ça passe par le processus d'anticipation. Donc là, techniquement, on aurait pu le faire un petit peu différemment. Aujourd'hui, les mécanismes de chiffrement n'étaient pas assez aboutis dans l'établissement. Notre système de gestion des logs n'était pas suffisamment abouti également. On aurait pu le voir parce que je ne l'ai pas dit, parce qu'il fallait que j'aille assez vite en 15 minutes. Mais la phase d'analyse forensique a montré que l'assaillant est resté dans notre système d'information au moins 3 semaines avant d'avoir déclenché son attaque. Donc, pour le coup, la meilleure des précautions pour gérer ces fuites de données, c'est d'anticiper, là, pour le coup. Si nous avions eu déjà des mots de passe robustes en 15 caractères coupés en 45 jours, ça se trouve, tous les efforts qu'a fait cet assaillant pour récupérer un mot de passe administrateur, finalement, auraient été anéantis par le fait du renouvellement automatique des mots de passe tous les 45 jours. Si nous avions eu également un système de log avec un SIEM bien plus efficace, nous aurions vu ces connexions et les quelques tentatives d'extraction de données, puisqu'aujourd'hui, les pare-feux peuvent permettre de bloquer les exports de données à partir du moment où elles se dirigent vers des adresses IP qui ne sont pas les adresses IP habituellement utilisées par l'établissement. Alors, je ne sais pas si je réponds en ce sens à la question, mais l'idée, c'est de vous dire qu'il y a effectivement la partie juridique de signalement des échanges avec la CNIL et puis la partie anticipation. Si la question, c'était est-ce que nous avons écrit à l'ensemble des usagers, ce qui est difficile quand vous avez des fuites de données, c'est que vous
ne connaissait pas avec certitude l'ensemble des acteurs qui sont concernés par les fuites de données. Hormis les échantillons que nous avons pu retrouver sur le Darknet, en tout cas quand je dis nous, moi j'ai fait le choix de ne pas m'intéresser du tout à ce qui se passait sur le réseau Tor, mais l'ANSSI l'a fait à la place du centre hospitalier. Et pour le coup, hormis les échantillons, vous ne savez pas quelles sont les données qui ont été précisément dérobées, et vous ne pouvez pas du coup identifier sur les 20 années de patients qui ont fréquenté l'hôpital ceux qui auraient été victimes de cette diffusion de données. Très bien. Merci beaucoup, Rodrigue. Maintenant, une question pour Marc. Alors, attendez, je vais excusez-moi, je fais une question sur les drones. À quelle échéance est prévu le drone? Et connaissez-vous des projets du même type en Afrique? Il faut activer le micro, Marc. Oui. Marc, il faut activer le micro. Alors, attendez. On ne vous entend pas. Marc. Voilà. Parfait. Merci. Oui, en effet, à ma grande surprise, ça semble aller plus vite que ce qu'on avait imaginé. On pensait qu'avoir des lignes fixes, c'est ça qui est intéressant, des lignes fixes dans les années 2025. Si je reprends le cas de l'EFS, où c'est là où c'est sans doute le plus sensible, et particulièrement dans la région PACA, où il y a quand même pas mal de distance et entre les embouteillages et les vallées un peu compliquées. Déjà en termes de rentabilité, ça peut être très intéressant, et donc un certain nombre d'hôpitaux qui sont dans des GHT ou qui sont assez proches, il y aurait une rentabilité très très rapide. Donc là, l'idée c'est qu'il y a par exemple un drone qui peut tourner presque 10 heures par jour, qui va tourner sur différents sites pour livrer du sang et puis des prélèvements. Donc de manière concrète, on pense aujourd'hui pouvoir faire vraiment des lignes fixes, peut-être dès 2024. Je parle bien de la France. Nous sommes aujourd'hui en phase d'expérimentation en France depuis, pour nous, pas la FLICE, mais d'autres aussi. Donc nous-mêmes, la FLICE, on fait une expérimentation entre l'hôpital privé de Provence et Aix-en-Provence, le FS Aix-en-Provence qu'on prévoit pour septembre. Et là, l'idée, c'est de faire une dizaine de vols expérimentaux. Il y a plusieurs expérimentations en France. On travaille aussi avec les laboratoires d'analyse qui sont très sensibles aussi à comment ramener les prélèvements, sachant que pour eux, ils ont des coûts de logistique absolument énormes. Donc, c'est le premier point. En fait, la question derrière tout ça, c'est la réglementation. Et la réglementation est plus subtile que ce qu'on croit habituellement. D'abord, c'est une réglementation européenne. Donc là, le constructeur que nous avons, qui vient d'Amsterdam, il fait beaucoup de vols, et tout ce qui est déjà validé sur la Hollande est validé partout en Europe. Et la réglementation est plus subtile que ce qu'on pourrait croire. C'est la DGAC, la réglementation européenne, c'est dit, prouvez-moi que ça se passe bien. Voilà, prouvez-moi qu'il n'y aura pas d'accident et pas de mort. Donc on voit que tout dépend après de la densité de population, des parcours, de la sécurité qu'il va y avoir sur le drone, de la fiabilité du drone. Et tout ça fait que les constructeurs évoluent très vite. On cherche à chaque fois des parcours, on va jamais en ligne droite, pour être sûr que en cas de difficulté tout se passe bien. Ce qui fait que aujourd'hui, on a la chance de la région d'avoir des experts qui ont mis en place tout le système de suivi des drones à Monaco, par exemple, qui sont très en avance. Et là aussi, il y a une concurrence positive au niveau mondial, parce qu'entre autres en Allemagne, ils ont une interprétation assez souple de cette réglementation, ce qui fait qu'ils font déjà des expérimentations assez avancées en zone urbaine, puisque les hôpitaux sont plutôt en zone urbaine. Pour la seconde partie, donc en effet, il y a deux grands marchés, plutôt même trois. Un, c'est la Chine, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. L'autre, c'est les États-Unis, où il y a déjà des lignes fixes autorisées, mais concrètement, il n'y a rien qui tourne réellement, puisque vous comprenez bien que pour livrer un hamburger, le côté économique, il n'y est pas du tout. Et donc, c'est pour ça que ça a du sens, parce qu'il y a une grande valeur ajoutée. Là, on parle du sang, mais on parle beaucoup de la poche de chimio. Aller vers donc la grande tendance de DGHT, c'est centraliser les plateaux techniques, pharmacie, labo, et décentraliser les soins. Donc aller à 50, 100 km pour pas déplacer les patients.
Et donc, le troisième marché, bien sûr, c'est l'Afrique. Mais bon, on se doute que la réglementation là-bas est beaucoup plus souple. Hein. Le Rwanda s'est positionné un peu en leader sur ces sujets, avec un constructeur américain. Je me permets quand même, on parle beaucoup dans les médias, hein, transporter du sang. Il faut simplement savoir que sur ces drones, qui sont assez bizarres parce qu'ils jettent le sang, hein, qui descend comme ça par un petit parachute. Donc, le monde médical en France sursaute quand il voit ces vidéos. En fait, sur ces drones, ils sont bourrés de capteurs qui surveillent l'ensemble du territoire. Donc, on voit qu'il y a d'autres enjeux que simplement la santé. Ok, merci Marc. Alors, deux prochaines questions, une pour vous, Rodrigue, et une autre pour Marc. Je vous le dis un peu en avance parce que je sais que Sylvain n'a pas pu être présent sur les briques technologiques d'IA utilisées. Donc, Rodrigue, si vous êtes encore là, est-ce que vous avez déjà pensé à mettre en place un projet de certification ou de test de pénétration afin d'éviter une telle cyberattaque? Alors sur la certification, non, pour le coup, il y a aujourd'hui dans le monde de la santé, en tout cas du secteur public hospitalier, seuls les très très gros établissements se lancent vers des certifications de type ISO 27001. Il y a quelques établissements de support de GHT, essentiellement des CHU, qui se sont lancés dans cette logique-là. Pourquoi? Parce que c'est un travail préparatoire à l'obtention de la certification HDS pour héberger les applications des autres établissements du GHT. À notre taille, sur une équipe informatique de 10 personnes, c'est impossible aujourd'hui de se lancer vers une certification de type ISO. Ça se ferait au détriment de l'exploitation du quotidien et puis des projets opérationnels pour nos clients internes. En revanche, sur les tests d'intrusion, c'est une obligation maintenant désormais pour les établissements. Dans le cadre du programme Open, les établissements doivent s'engager à faire des tests d'intrusion, des audits de cybersécurité tous les 2 ans à minima. Donc, Open fixait déjà ce cadre-là il y a 4 ans et le ministère de la Santé en a remis une couche avec un programme qui s'appelle Ségur SUNS qui prévoit là également l'obtention de financement sous couvert de l'atteinte d'un prérequis de réalisation d'audits de cybersécurité également. Donc là, c'était pas notre culture. On ne va pas jusqu'à aller directement à rémunérer des assaillants pour pouvoir tester, mais là, il y a des entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont référencées par l'ANSSI dans le cadre de ce qu'on appelle la certification BDIS, prestataire de détection à incident de sécurité. Donc, il y a une liste qui est éditée, validée par l'ANSSI et qui permet aux établissements de faire leur marché, de récupérer et à chaque audit de tester des segments différents. Vous voyez, nous, avant la cyberattaque, nous avions travaillé sur la vulnérabilité de certaines adresses IP qui étaient accessibles directement sur le net. On avait pu le corriger, ça n'a pas suffi. Donc, le prochain audit permettra de regarder d'autres éléments de notre infra. Ok, merci beaucoup Rodrigue. Alors, j'ai une autre question pour vous aussi, mais je vais en poser une tout de suite à Marc comme prévu. Réponse courte s'il vous plaît, parce que le temps passe vite et il y a plusieurs questions. On va pas pouvoir toutes les traiter, mais Marc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les briques technologiques d'intelligence artificielle utilisées, notamment celles autour de la reconnaissance d'images, hein, vous avez même parlé de reconnaissance faciale, ou d'optimisation de la gestion des stocks? Est-ce que vous pouvez nous partager quelques informations sur ce sujet? Tout à fait. Hein. Ça là aussi, on s'appuie toujours sur des experts, hein, et de manière précise sur Ranova, hein, qui sont bien implantés sur Marseille dans le domaine de l'intelligence artificielle et entre autres dans le domaine de la santé, hein, qui est une très particularité. On travaille aussi avec des universités hein, qui sont très avancées dans ce sujet. On travaille beaucoup avec le centre hospitalier de Lille, qui a toute une chaire de logistique. En fait, l'idée, donc, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a une partie intelligence artificielle sur la partie ordonnancement et optimisation des parcours des robots et en fonction des urgences, des critères, des disponibilités d'ascenseurs. Par exemple, ça peut être tout bête. Hein. Donc, le robot peut appeler l'ascenseur, hein, il peut ouvrir les portes. Hein, tout ça, c'est un peu sous-entendu. Et par contre, souvent, il y a les ascenseurs centraux qui sont très pris par les usagers. Donc, du coup, le robot, lui, va aller au bout de l'hôpital pour prendre un ascenseur qui est peu utilisé. Donc là, il faut des algorithmes extrêmement puissants hein, qui vont vraiment être du deep learning pour optimiser ces transports. Et quand il y a plusieurs robots simultanément et selon l'urgence et pour arriver à toujours planifier qu'on puisse livrer le plus précisément possible à l'heure promise. Donc ça c'est le premier usage de l'intelligence artificielle et on se base là sur des blocs bien sûr de pure logistique
de transporteur. En fait, c'est le fameux question du représentant de commerce, hein, comment faire ça tourner. Et il n'y a pas de solution magique, c'est extrêmement, extrêmement complexe. C'est le premier point. Le deuxième point, en effet, c'est la partie reconnaissance des formes. Hein, donc l'idée, c'est qu'on peut avoir une dimension surveillance pour la de sécurité. Souvent dans les hôpitaux, il y a déjà pas mal de caméras, mais surtout l'idée, c'est d'arriver à avoir une vision de la circulation et de l'optimisation, ou surtout des queues d'attente, hein, tout simplement. Un peu comme à la poste, hein, on dit, ben voilà, de telle heure à telle heure c'est vert, de telle heure à telle heure c'est orange ou rouge. Voilà. Donc comment arriver à optimiser les services ou les lieux qui permettent d'optimiser. Donc l'idée par ces modules de reconnaissance de forme, là aussi il existe déjà ces modules, on cherche à chaque fois de ne pas réinventer l'eau chaude. Bah, souvent il y a des tenues, hein, par exemple, les tenues de médecins, d'infirmières sont pas les mêmes, de visiteurs sont pas les mêmes, si c'est de patients, on peut reconnaître si c'est plutôt un patient ou plutôt un visiteur. Donc là, on peut arriver à avoir des statistiques pour voir où sont plutôt là où il y a des encombrements en tel et tel service ou de tel et tel lieu par ces reconnaissances de forme. D'accord. Voilà. Merci, merci beaucoup Marc. Une question à Rodrigue de la part d'un DSI comme vous, qui comme vous a vécu aussi une attaque, qui a vécu aussi une attaque cyber, mais sur une école. Et il précise que cette école sortait du spectre de l'ANSSI. Et du coup, sa plainte a été classée sans suite. Du coup, la question pour vous, Rodrigue, c'est est-ce que vous pourriez partager avec nous l'appui ou l'intervention de l'ANSSI dans l'attaque dont a été victime le centre hospitalier d'Arla? Intervention extrêmement importante. Déjà, il y a deux niveaux dans l'assistance qu'on a eue sur la gestion de crise, sur la partie technique. On a un prestataire de réponse incident de sécurité qui est une entreprise privée française que nous avons rémunérée. Elle était certifiée par l'ANSSI pour avoir des pompiers opérationnels dans l'établissement. Et l'intervention de l'ANSSI a été extrêmement utile parce que l'ANSSI se connectait à distance tous les jours. On avait un point technique tous les matins à distance et l'ensemble des logs qu'on récupérait pouvaient être analysés par un canal sécurisé avec les experts de l'ANSSI qui permettait déjà de faire le lien avec notre expert en interne pour bien finaliser cette phase d'analyse forensique. Ce qui a été extrêmement utile dans l'intervention de l'ANSSI également, ça a été de faire des tests de durcissement de notre Active Directory. Vous savez que l'ANSSI a un outil qui s'appelle Oradad qui permet de mesurer les vulnérabilités d'un Active Directory. Et à travers plusieurs tests d'Oradad, on a pu monter à un niveau satisfaisant en priorisant à chaque fois avec eux les actions techniques à réaliser en interne pour y arriver. Donc oui, l'intervention de l'ANSSI a été utile. Dans d'autres établissements de santé, notamment le CHU de Rouen, qui avait été l'un des premiers à être victime d'une très grosse cyberattaque, ils s'étaient même déplacés physiquement dans l'établissement pour piloter la gestion de crise. Ils l'ont fait également Villefranche, sur le GHT Villefranche Nord, je crois bien. Sur Arles, ça tombait un 2 août, leur équipe n'était pas disponible, donc on a dû faire avec l'accès à distance. Mais oui, utile. Et je ne comprends pas trop pourquoi ils ne sont pas intervenus dans le milieu scolaire, parce que l'ANSSI, c'est une institution qui est rattachée au service du Premier ministre et donc qui a une vocation assez large en termes de sécurité du système d'information au niveau national. Il faudrait se rapprocher d'eux pour creuser un peu. D'accord, il faudra creuser éventuellement auprès de la personne qui a posé cette question, mais je ne peux pas la nommer. Très bien. Après, une dernière question toujours pour vous, Rodrigue, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre en place des systèmes de scan de vulnérabilité pour votre système d'information pour être en démarche proactive contre les attaques potentielles? Alors oui, c'est des choses qui commencent à arriver dans nos secteurs de santé, mais pour le coup, dans l'analyse, dans nos PSSI, dans l'analyse des risques qu'on a faite, il y a beaucoup d'autres actions à mener juste avant. Vous voyez, il y a un an, dans mon établissement, nous avions un réseau à plat. Il faut imaginer d'où on part. Un réseau à plat, pas de VLAN, pas de filtrage inter-VLAN, pas de DR. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de système d'analyse comportementale sur notre réseau. Ça commence à arriver sur le marché. Dans d'autres industries, c'est installé depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous ne les avons pas. Et donc, on considère qu'on avait déjà beaucoup à faire avant d'aller vers ce type de technologie. Mais oui, c'est envisagé. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de vous quitter, je voulais partager, je pense que vous voyez ma slide, non, sur les prochains événements en présentiel.
en présentiel notamment autour de l'innovation. On organise une conférence et un showroom qu'on a appelé SCS IoT Exhibition Day à Marseille, à la Coque, dans ce lieu d'innovation que vous devez connaître, le 28 avril, toute la journée. Voilà, des enjeux, des verrous, des différentes interventions autour de l'IoT, suivies de cas d'usage, de démonstrateurs innovants autour de l'IoT. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. On souhaitait aussi mettre un coup de projecteur sur les nouvelles expertises microélectroniques en région sud, donc microélectronique autour de l'électronique, voilà, autour des objets connectés, le 9 mai. Donc, on mettra en avant voilà, des nouvelles startups, TPE ou PME qui viennent de rejoindre SCS et qui ont une expertise sur ce sujet. Ce sera le 9 mai et ce sera également en prévision d'une journée sur le sujet de la microélectronique en général qu'on organisera en octobre. Et puis enfin, les prochains webinaires, c'est demain. Demain et après-demain, le forum Cyber for Energy, donc qui est ce sont 2 webinaires qui étaient prévus en présentiel mais qui basculent en virtuel, donc demain matin et jeudi matin, autour des enjeux de cybersécurité pour les acteurs de l'énergie. Donc c'est très focus, très spécifique, mais de nombreux acteurs, opérateurs et l'ANSSI aussi, dont vous parliez, Rodrigue, vont intervenir sur quels sont voilà, les enjeux clés de la cybersécurité pour les acteurs et opérateurs de l'énergie. Donc, ce sera mercredi matin et jeudi matin. C'est une bascule en virtuel et du coup, c'est gratuit pour tout le monde. Je vous invite donc à vous rapprocher de nous, SCS, si vous souhaitez y participer. Et puis, un prochain WebTech sur ce format-là, 1 heure sur une technologie innovante, prometteuse, mais complexe à implémenter. Et ce sera un WebTech sur l'IA embarqué, le Edge Computing. Et notamment, comment construire un hardware, du matériel adéquat pour que l'algorithme ou le modèle d'intelligence artificielle puisse être le plus performant possible. C'est un vrai souci, un vrai enjeu majeur sur lesquels plusieurs travaux de recherche se sont penchés et on aura la chance d'avoir un expert du sujet qui va nous partager justement les enjeux et puis les perspectives et les avancées sur ce sujet-là. Et puis, un sujet aussi que j'ai écrit, puisque ça concerne la santé, donc vous devriez peut-être être concerné, notamment sur la e-santé, et ce sont les enjeux réglementaires de l'accès au marché français, notamment pour les constructeurs de briques technologiques ou de dispositifs médicaux. Comment faire pour que cette fameuse barrière à l'entrée pour accéder au marché santé, le marquage CE, l'intégration à mon espace santé, le remboursement également par la sécurité sociale. Donc tous ces aspects-là, ces enjeux-là seront partagés par des avocats notamment, experts du sujet. Et donc ce sera le 14 juin à 11h comme aujourd'hui. Voilà, pour participer, n'hésitez pas à vous inscrire auprès d'Audrey. Et puis je vous remercie à tous pour votre participation et votre intervention, Marc, Rodrigue et Amélia. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.